Bienvenue pour ce symposium sur les allongements et transferts osseux par clous motorisés et électromagnétiques. J'espère que tout le monde a pris sa lunchbox. Pas mal de gens vont nous rejoindre parce qu'il y a des sessions qui se chevauchent, donc les gens vont nous rejoindre. Donc bienvenue. Vous avez vu que le programme est assez dense. Nous allons aborder pas mal de sujets sur l'allongement et notamment les allongements simples et corrections, mais aussi la reconstruction osseuse avec les transferts osseux, soit par clou, soit par la technique PAPS. Et merci de me permettre de présenter un peu ce sujet qui me passionne particulièrement et notamment de rapporter un peu l'expérience qu'on a des allongements par ce système de clous électromagnétiques Precise sur bientôt maintenant une cinquantaine de cas et l'évolution un peu de notre mode de réflexion. Alors on va parler un petit peu de tout ça et avant de parler de technique opératoire, je rappelle qu'ici on parle dans ce sujet que d'inégalités de longueur et c'est surtout des inégalités d'origine congénitale plus que acquises. Et je rappellerai en préambule qu'en prérequis à tout allongement, il reste capital et important d'avoir une discussion claire avec la famille et répétée dans le temps. Et que ça restera de toute façon, même si on va voir que pour moi en tout cas, il y a beaucoup d'apports avec ce système. Il faut absolument avoir une relation de confiance avec les parents et avec l'enfant ou l'adolescent, expliquer ce qu'est un programme d'égalisation, ce qu'est un allongement, expliquer les complications que ça risque d'arriver, expliquer les principes d'autorééducation. Pour moi, c'est quelque chose de capital pour la bonne conduite d'un allongement. Et particulièrement sur les hypoplasies, rappeler également qu'on ne fait pas d'allongement si on n'a pas un membre qui est de base à peu près fonctionnel, à savoir un pied qui puisse être plantigrade et un membre qui puisse être globalement stable à la marche. Alors pour rappel également, les principes de l'allongement, selon les principes de Bastiani et du Calotazis, avec un temps chirurgical où on fera une ostéotomie percutanée sous périostée, la mise en place du distracteur, et après un respect d'un temps de latence de 7 à 10 jours et de la constitution d'un cal fibreux, on fera un allongement sur un rythme moyen d'1 mm par jour, qui peut être variable. Puis, on rentrera dans une phase de consolidation qui, globalement, est de 1 mois par centimètre allongé. Et dans cette phase, le plus souvent, l'appui est autorisé. Et en fin de phase de consolidation, on peut se passer du distracteur. Pour exemple, un allongement de 6 cm, globalement, c'est 8 à 9 mois de maintien du distracteur, ce qui fera quand même toute la différence entre un clou et un fixateur externe. Alors, le matériel de distraction, bien sûr, a évolué depuis Codevilla en 1904, mais surtout après l'apparition de l'allongement sur la technique de Wagner, puis l'apparition du rail orthofixe et ensuite des fixateurs hexapodaux. Les clous sont apparus un peu plus tard, et d'abord les clous mécaniques, puis les clous motorisés, et d'abord le clou Fitbone, dont nous parlera le professeur Akatbled, et puis plus récemment le clou Precise de deuxième génération. Ce clou Precise existe sur différentes tailles, différents diamètres. On peut le positionner au fémur en antérograde, soit des clous droits par la fossette piriforme, soit des clous béquillés par le grand trochanter, des clous rétrogrades du fémur et clous antérogrades du tibia qui autorisent un appui partiel d'au moins 20 kg, voire un appui total sur les dernières versions type Stride, mais dont je n'ai pas du tout l'expérience actuellement. L'allongement sera permis par un boîtier magnétique qui génère un champ magnétique qui fera tourner un aimant contenu dans le clou et qui, par l'intermédiaire d'une boîte 10 vitesses, permettra l'allongement. Et globalement, il faut 7 minutes pour avoir 1 mm. Alors cet effet on-off assure une certaine sécurité, ce qui le rendra notamment utilisable même dans le cas d'agénésie associée notamment ligamentaire du genou. Et le fait de ne pas avoir de manipulation pour les phases d'allongement ni de broche transfixiante sera forcément à l'origine a priori de moins ou pas de douleur, et donc d'une réhabilitation plus simple et d'un allongement plus simple pour le patient. Alors sur le plan technique, on va parler de ces 3 formes d'allongement, et tout d'abord de l'allongement fémoral antérograde, qui correspond globalement à un allongement pur. C'est rarement par voie antérograde des corrections en salle. En général, les déformations sont plutôt distales au niveau du fémur. On est loin du genou, donc c'est ce qui sera le plus simple pour le patient. Il y aura moins de risque de flessum notamment, moins de douleur. Et pour moi, il sera à privilégier par rapport à un fémur antérograde ou par rapport à un allongement du tibia, quitte à décaler un peu la hauteur des genoux jusqu'à 5 cm, ça ne pose pas forcément de problème. C'est finalement les indications les plus fréquentes. C'est plus de 80% des cas, ce sont des allongements du fémur antérograde.
Et voici globalement les principes opératoires. Donc on s'installe en décubitus dorsal avec un coussin sous la fesse, éventuellement un appui contralatéral pour éviter que le patient glisse. On utilise des champs classiques en U avec un ampli opposé. Et sur le plan pratique, j'aime bien positionner une agrafe qui correspond à la position basse du clou, ce qui permettra d'éviter d'alaiser trop loin et de faire un alaisage qui correspond globalement à la longueur du clou. Le point d'entrée reste l'élément capital dans la technique chirurgicale. Un mauvais point d'entrée, ce sera un clou mal positionné. C'est un peu comme en traumatologie. Le point d'entrée au fémur sera prédéfini avant en fonction du clou que l'on aura choisi, soit un clou trochantérique, soit un clou droit par le sinus piriforme. Une fois que la broche guide est positionnée, on pourra mettre en place par-dessus une tarière du diamètre adapté à la taille du clou qui permet de faire un point d'entrée adapté. On déconseille quand même pour les allongements l'utilisation par exemple d'une queue de cochon comme on utilise classiquement en traumatologie. C'est moins adapté pour ce type de chirurgie. On réalise l'ostéotomie en timbre-poste en percutané qui sera incomplète pour assurer quand même une continuité osseuse pour faciliter les temps suivants. Et cette ostéotomie sera réalisée sur un point qui sera suffisamment haut pour ne pas mettre en péril le clou en fin de phase d'allongement notamment. Bon, l'alésage ne souffre d'aucune particularité et on voit bien que ça permet, par cette ostéotomie partielle primaire, d'évacuer l'excès de pression et également un peu du produit d'alésage par l'ostéotomie. On y va progressivement de 0,5 en 0,5 jusqu'à 1,5 ou 2 mm au-dessus de la taille du clou qui a été définie. L'aide opératoire pendant l'alésage monte le clou sur le porte-clou et vérifie la bonne coaxialité entre la broche de verrouillage et le trou dans le clou, histoire de verrouiller au bon endroit. Ensuite, on positionne le clou dans la partie haute du fémur, juste en amont de l'ostéotomie. On finit l'ostéotomie avec un ciseau à os. Et une fois qu'on est certain que le fémur bouge, on peut éventuellement contrôler à l'ampli, mais c'est assez évident, notamment au fémur. On descend progressivement le clou, c'est pas compliqué. Et on vérifie le bon positionnement ensuite à l'amplificateur de brillance. Alors ça peut arriver quand même parfois qu'on tape un petit peu dessus, on ne le dit pas trop, mais ça arrive. Le verrouillage proximal, bon, rien de particulier non plus, l'ancillaire le permet facilement. Et le verrouillage distal, qui des fois peut sembler un petit peu plus compliqué, il faut prendre le temps au début d'avoir des trous bien ronds de profil, bloquer le membre, et puis ensuite, on n'utilise pas à garder le pied sur la pédale d'ampli pendant 2-3 secondes s'il faut, afin d'avoir l'extrémité de la broche pile poil en face de l'orifice. En général, sur le plan pratique, j'aime bien passer la première corticale et ensuite vérifier au doigt qu'on est bien dans le clou avant de passer la deuxième corticale. Et ensuite, on peut mettre la clavette progressivement. Le temps final pour l'allongement fémoral antérograde, pour moi, constitue en une section transversale du fascia lata. Je trouve que les suites sont plus simples. On repère ensuite le positionnement de l'aimant à l'aide de l'amplificateur de brillance que l'on matérialise à l'aide d'un crayon et on teste le clou sur 1 mm de principe, sachant que n'a pas eu de cas où il a fallu enlever le clou parce qu'il ne fonctionnait pas. Alors pour moi, c'est l'allongement à privilégier aux autres allongements, à savoir les allongements proches du genou, fémoral rétrograde ou tibial antérograde, qui sont plus difficiles techniquement et pour le patient. On est sur une ostéotomie qui est proche du genou, avec donc potentiellement plus de douleur, une rééducation plus difficile, un risque de flessum plus important. Donc c'est à proposer plutôt, enfin c'est personnel, mais plutôt si l'inégalité au niveau du tibia, si l'inégalité tibiale est vraiment trop importante, ou alors si vraiment il y a besoin de corriger un axe, encore qu'on verra qu'il y a d'autres solutions. Le canal médulaire à ce niveau-là est large et donc il y a des possibilités de mobilisation autour du foyer d'ostéotomie par les tensions musculo-tendineuses et donc des risques de déformation, ce qui implique l'utilisation de vis de blocage ou blocking screw, concept développé par Poller, les Poller screws, avec donc deux objectifs: éviter l'apparition d'une déformation pendant l'allongement. Le fémur va avoir tendance à se déformer en varus et en flexion, que ce soit avec un fixateur externe ou un clou, ça ne déroge pas à cette règle. Et l'utilisation de vis de blocage, ici une vis antéro-postérieure juste en dedans du clou et une vis dans le plan sagittal juste en avant du clou, va permettre de protéger l'allongement, et de guider l'allongement et de limiter ce risque de déformation progressive. Même chose au niveau du tibia, qui lui va avoir tendance à se déformer en valgus et en flexion, à partir du moment où on ne mettra pas ces vis de blocage.
Et là, on conseillera de mettre au moins une vis antéro-postérieure côté épiphysaire, éventuellement une côté métaphysaire, sur le bord latéral du clou, et également une vis postérieure au clou pour guider l'allongement et pour qu'il se fasse dans de bonnes conditions. Le deuxième objectif va être de permettre une correction axiale éventuellement, qui se fera de manière extemporanée, à la différence d'un fixateur externe type TSF où ça se faisait progressivement. Alors, où positionner les vis? Il faut les positionner du côté concave de la déformation quand on est proche de l'ostéotomie et du côté convexe quand on est loin. Et un bon moyen mnémotechnique, c'est d'imaginer positionner ses mains comme sur la figure ici pour corriger la déformation. Et à ce moment-là, les vis sont positionnées à l'extrémité de chaque doigt. De l'autre côté du clou, cette vis par rapport à ce doigt et cette vis par rapport à ce doigt est pareil de l'autre côté. Alors ça implique une planification préopératoire, notamment comparer les angles, et plutôt les angles anatomiques, l'angle latéral distal fémoral pour le fémur et l'angle MPTA anatomique pour le tibia en comparant le côté pathologique et le côté sain. Ici, pour exemple, une déformation fémorale en valgus distal avec un objectif de 82 degrés du côté sain, à savoir la nécessité d'une varisation de 10 degrés. En péropératoire, on va mettre une broche guide, ici en noir, une broche filetée, celle qui va servir à réaliser le point d'entrée. Et puis, il y a deux solutions pour vérifier qu'on est bien positionné. Soit on met un repère métallique sur l'interligne articulaire et on regarde à l'amplificateur de brillance. La penseuse en salle pose le rapporteur, on vérifie qu'on est à peu près à la correction souhaitée. Ou soit on prend comme repère l'axe mécanique du fémur, et de la même façon, à l'aide du rapporteur, on vérifie qu'on a bien une correction potentielle de 10 degrés. Une fois qu'on est bien positionné, on place la tarière d'un diamètre qui correspond globalement au clou qu'on a prédéfini. Ici, par exemple, 11 pour un clou de 10,5. On met la vis de blocage pour limiter le balayage au niveau de l'épiphyse. On réalise l'ostéotomie qui, cette fois-ci, sera complète, ce qui va permettre de faire la correction, de mettre en place le guide d'alésage et de réaliser l'alésage dans de bonnes conditions. Voici un exemple de déformation et d'inégalité en valgus avec une correction du valgus qui n'est pas parfaite mais qui est globalement satisfaisante. C'était un de nos premiers cas avec un allongement qui s'est bien passé. Ici, un autre exemple chez une jeune fille qui avait déjà eu 2 allongements de fémur par fixateur externe avec une crosse fémorale et avec un effet varisant forcément, mais un valgus également prédominant par hypoplasie du condyle fémoral latéral. Et donc, on a corrigé de façon à avoir un axe clinique satisfaisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tout corrigé au niveau du fémur, parce que sinon, on se serait retrouvé à avoir une varisation excessive. Et on a corrigé suffisamment pour être bien, en utilisant, pareil, ce système de vis de blocage. Ici, un exemple d'épiphyse post-traumatique, avec bien sûr un récourcissement et surtout une déformation en varus et en récurvatum, où là, pareil, il faut imaginer le positionnement des vis de blocage de façon à corriger les déformations, à la fois dans le plan frontal et dans le plan sagittal. Ici, une vis de blocage médiale par rapport au clou, qui est matérialisée en noir seulement sur la partie distale, et une vis de blocage en vert antérieur qui permettra de corriger, qui permettra d'assurer la correction dans le plan sagittal. Vous voyez ici les images en paire opératoire, à l'amplificateur de brillance, avec les vis de blocage en dedans et en avant, qui vont permettre progressivement, ensuite pendant l'allongement, de conserver la correction que l'on a eue en paire opératoire et d'avoir un résultat globalement satisfaisant. Il est toujours en cours de consolidation, avec, vous le voyez par contre comme erreur technique, un clou qui est un peu trop bas. Au niveau du tibia, l'objectif va être aussi d'éviter la présence d'un flessum au moment où on introduit le clou. C'est comme en traumatologie. Et donc là, pour le tibia, alors en termes de positionnement, moi, je mets 2 appuis, notamment un appui extrême pour faciliter la descente du clou. Au niveau du tibia, vous voyez à gauche, on a positionné le clou sans vis de blocage et on voit un flessum automatique qui apparaît. On enlève le clou, on met une vis de blocage postérieure, juste à la partie postérieure de la position précédente du clou, ce qui permet la correction et de guider l'allongement ensuite pour éviter la réapparition secondaire d'un flessum. Au niveau du tibia, c'est pareil. On peut faire des corrections dans différents plans. C'est plus difficile techniquement. Ce qui est difficile pour le tibia, c'est qu'on peut difficilement utiliser l'ampli. Il faut à chaque fois avoir le genou plié. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive. Ici, pour cette jeune fille qui a de lourds antécédents, qui avait déjà eu une correction
sagittale sur un trouble de croissance du fémur, qui a fait plein de troubles de croissance sur le tibia après un grave accident de la voie publique, et pour qui on a corrigé sur le tibia une partie du varus, le reste étant dû à la cheville, et une partie du récurvatum. Une alternative aux vis de verrouillage, ça peut être l'utilisation d'un clou béquillé et de retourner le clou béquillé pour majorer l'effet de correction, comme sur ce patient qui avait une forme sévère de nanisme avec des grosses difficultés à la marche en raison de ce flessum osseux. Et la mise en place du clou et en inversant le béquillage au moment de l'introduction du clou permet de corriger un peu mieux et de réaxer un peu mieux le fémur et d'avoir et de restaurer, en l'occurrence pour ce patient, une extension satisfaisante. Concernant le suivi, les suites et le suivi post-opératoire, globalement, et là je fais plutôt référence à un clou classique type antérograde fémoral, les patients sont hospitalisés 2 à 3 nuits, rentrent à domicile. Pendant l'hospitalisation, ils ont une attelle de froid type Game Ready qui apporte un confort indispensable, c'est bien connu de la chirurgie orthopédique adulte, prothétique ou ligamentaire. J'insiste beaucoup sur le réveil du quadriceps, que je leur explique en préopératoire et qu'ils sont censés avoir rapidement en post-opératoire et qui garantit une rééducation un peu plus efficace, du moins c'est le sentiment que j'ai. En kiné, ils marchent avec un appui partiel. On les revoit en consultation à G10, au moment où on va commencer l'allongement. Le premier allongement, on le fait ensemble, on en profite pour vérifier bien sûr les cicatrices, les mobilités, le verrouillage et vérifier que le béquillage qu'on leur a également appris avant le geste chirurgical se fasse convenablement. L'allongement se fait à domicile en 2 fois par 24 heures. Ils prennent des antalgiques s'il y a besoin. Il faut quand même savoir que c'est quasiment systématique que le Doliprane puisse être nécessaire sur des allongements notamment proches du genou, mais que des allongements fémoraux antérogrades, c'est fréquent qu'ils ne prennent aucun antalgique. Kiné 5 fois par semaine, consultation tous les 10 à 15 jours en fonction du type d'allongement. Et toujours pareil, on privilégie l'extension active. Si on perd la flexion, ce n'est pas très grave. Alors là, elle plie encore très bien, mais on n'est qu'à 3 cm, il en manque encore 3, donc il est probable qu'elle finisse par perdre un peu la flexion, mais ce n'est pas la priorité. Si on a un flessum de genou au fémur, pour un allongement de fémur, ou un équin de cheville pour un allongement de jambe, on fait une pause où on ralentit la vitesse, quelques jours à une semaine, et on y retourne. Et c'est notamment valable, et une complication assez classique, pour des allongements proches du genou. Si le flessum ou l'équin persiste ou récidive, à ce moment-là, on arrête. On reportera la fin de l'allongement à distance. On n'est pas forcément obligé d'aller au bout, comme on avait le sentiment d'avoir besoin de l'être avec un fixateur externe pour éviter d'avoir à réimposer un fixateur externe. Là, en pratique, on ne considère pas forcément ça comme un échec. On envisage potentiellement 1 an après une ostéotomie itérative, comme par exemple sur ce cas-là, c'était un 3e allongement de fémur également, où on avait fait par en bas pour corriger le valgus, et au bout de 25 mm d'allongement, il restait 5 cm à faire. Il s'est mis en flessum, il était douloureux, on a arrêté, on a repris tout de suite, il s'est remis en flessum, on a décidé d'arrêter complètement. Et 1 an après, on l'a réopéré juste pour faire une ostéotomie à l'aide de l'acide Gigli et puis d'un ciseau à os sur une zone un peu plus haute pour éviter d'être vraiment dans le cas à l'allongement et puis ce qui nous éloigne aussi un petit peu du genou, ce qui simplifie à nouveau les suites, ce qui lui permet de finir son allongement tranquillement, sans douleur et sans flessum. On rentre ensuite dans la phase de consolidation. Appui total 1 mois après la fin de l'allongement. On fait une radio de principe, mais globalement, en général, on n'a pas trop de soucis. Et là, c'est le jour où elle lâche ses béquilles en consultation. Elle a eu un allongement de 5 cm et ça se passe quand même pas trop mal. Entretien kiné ensuite 2 fois par semaine jusqu'à la disparition de la boiterie. Contrôle radio à 3-4 mois et commence à reprendre le sport si la consolidation est suffisamment avancée, en restant sur des sports sans contact, bien sûr, au début. Le clou est enlevé à distance. Moi, je ne suis pas pressé pour l'enlever, en sachant qu'après, on prévoit 1 mois d'appui partiel après l'ablation du clou de principe. Alors, les complications. Moi, quand j'ai commencé la chirurgie des allongements, c'était en 2003-2004. Et j'en profite pour remercier le professeur Rogez et le professeur Hamel de m'avoir donné en 3e ou 4e semestre d'internat les clés de ce type de pathologie de chirurgie qui, pour moi, semblait assez difficile et assez loin pour moi. Donc j'étais assez fier et puis je me suis demandé quand même si ce n'était pas un cadeau empoisonné parce que les allongements, je me suis vite rendu compte que c'était associé à beaucoup de complications et qu'il était difficile de dissocier les deux. Il suffit de voir le tableau des complications rapportées avec une moyenne à 75% et on me rappelait sans cesse allongement égale complications.
Ces complications ont été à l'origine du respect de certaines règles et d'évolution des règles en termes d'allongement, notamment d'éviter des programmes d'agalisation de plus de 15-20 cm, pas plus de 2 allongements de fémur, sinon ça casse, pas plus de 3 au total, faire des pontages articulaires en cas de trop grande laxité. Mais tout ça, c'est quand même sur un référentiel de fixateur externe. Et un bon nombre de complications sont quand même liées au matériel de distraction, notamment les complications de l'élongation, des complications de la consolidation ou encore des complications générales et notamment psychologiques. Alors en 2003, quand moi j'ai commencé et quand on m'a aidé à commencer à faire des allongements, on était sur le Rail Orthofix qui était la référence. Et il ne faut surtout pas renier ce qui a été fait et ce qui peut encore servir aujourd'hui. Ça permet des allongements de qualité, mais c'est vrai qu'il faut une technique vraiment rigoureuse. Et on s'exposait quand même à beaucoup de complications potentielles, que ce soit infectieuses bien entendu, mais également l'apparition de déformations difficiles à régler, les risques de fractures, les risques de raideur, de complications articulaires plus graves, ou encore les risques de complications psychologiques. Alors, les fixateurs hexapodaux ont permis certaines avancées, notamment dans les corrections de déformations dans différents plans, des déformations progressives avec une assistance informatique et possibilité de récupérer des déformations évolutives. Ils permettaient également de faciliter le pontage articulaire et de respecter les articulations au mieux. Malheureusement, ça n'épargnait pas un certain nombre de complications dont on a évoqué précédemment, notamment tout ce qui est raideur et puis temps de maintien de fixateur, notamment fractures, cicatrices. On a ensuite, à partir de 2011, utilisé le clou ISKD, avec des avantages théoriques qui semblaient intéressants. Bon, déjà, pas de fiche, donc c'est vrai que ça, en soi, c'était quand même plutôt pas mal. Et potentiellement, moins de raideur parce que moins de douleur, et une reprise, une réhabilitation plus rapide. Mais en fait, on s'est quand même rendu compte que les phases d'allongement étaient douloureuses, qu'il était quand même fréquent d'être obligé d'utiliser des fois de la morphine ou du méopa pour faire les allongements, et qu'on avait une difficulté dans la maîtrise de l'allongement, et notamment dans la vitesse d'allongement, et que c'était dangereux de l'utiliser, notamment dans les agénésies ligamentaires associées, et qu'on s'exposait à un certain nombre de complications, notamment par ces effets de runaway nail. On l'utilisait uniquement, nous, en tout cas, au fémur en antérograde. Alors, depuis 2015, on a commencé à utiliser le clou Precise, et les premiers cas rapportés à la Sovcot en 2017 nous permettaient quand même déjà de confirmer le peu qu'on avait dans la littérature sur la maîtrise de l'allongement et la fiabilité. Et le docteur Sayar, qui a fait sa thèse l'année dernière sur une étude rétrospective comparative des coûts et bénéfices cliniques pour le patient, en fonction des 3 types de fixateurs utilisés, on avait une vingtaine de TSF, une vingtaine d'ISKD, une vingtaine de Precise, a clairement mis en évidence ces bénéfices pour le patient en termes de douleur, de raideur, risque articulaire, retour à l'autonomie, moins de réhospitalisation, peu de problèmes de consolidation. Et pour la société également, malgré le surcoût initial, finalement, dans les suites opératoires, comme elles sont plus simples, la société au total payait moins cher. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, allongement égale complication? Est-ce que les deux sont forcément associés? Je ne pense pas forcément. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de complications. Il faut rester vigilant. Les risques opératoires, ils persisteront de toute façon. Si on fait une ostéotomie tibiale sans faire attention, on garde forcément les complications potentielles vasculaires. Les risques post-opératoires également, syndrome de Loge, il faut surveiller le patient. Les risques d'embolie graisseuse, ils sont manifestement diminués par l'ostéotomie qui précède l'alésage, mais ils ne sont pas nuls. En tout cas, il faut rester rigoureux sur la technique opératoire, ne pas banaliser les choses et garder une surveillance post-opératoire rapprochée. Est-ce qu'il y a des risques spécifiques au clou? Oui, il y a l'embolie graisseuse, on l'a dit, ça ne pourra pas être du zéro. Il y a une étude qui rapporte des débris métalliques. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a des cases de clous? Alors moi, je n'ai pas vu de cas publiés sur les deuxièmes générations, mais manifestement, il y a eu des cas, 2 ou 3 cas, je crois, en France. Alors c'était sur des clous de petit diamètre, sur des patients qui, a priori, étaient un peu lourds. En tout cas, pour l'instant, il faut faire attention. Nous, on n'a pas eu de cas de casse, mais on a quand même eu un cas sur un allongement tibial d'une déformation du clou pendant l'allongement qui s'est réaxée en fin d'allongement, en début de phase de consolidation. Donc il faut quand même rester vigilant. Les risques pendant la phase d'allongement, c'est là qu'il y en a beaucoup moins. Et c'est là que le clou prend tout son intérêt. Il y en a très peu pour un allongement fémoral antérograde. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, le privilégier. Il y a peu de douleur. L'autorééducation et la rééducation sont facilitées. Il n'y a pas de raideur ou alors elle est très transitoire. Et si une raideur persiste, on peut faire une pause, comme on l'a vu précédemment. Et finalement, on a également
peu de problèmes de consolidation. Et on peut remettre en question l'idée du healing index, qui avait un intérêt surtout pour savoir si on pouvait, plus on avait un index de consolidation court, plus on pouvait espérer pouvoir permettre au patient de se passer de son fixateur externe. Là, le patient, il est remis en appui un mois après, il reprend la marche progressivement, même s'il met un peu plus de temps à consolider, ce n'est pas forcément un problème. Alors les indications et les limites actuelles, on évolue un petit peu dans les indications. Moi, en pratique, je pense qu'il faut favoriser les allongements par clou fémoral antérograde. Et je préfère faire un allongement fémoral, même si c'est une inégalité tibiale prédominante. On peut se permettre de décaler la hauteur des genoux jusqu'à 5 cm. Ça ne pose pas de problème visuel cosmétique. Chez cette patiente, ça peut paraître impressionnant sur la radio. On ne lui fait aucune remarque dans la vie courante. On favorise le clou d'une deuxième façon en corrigeant une déformation proche du genou, pas en même temps que la mise en place d'un clou rétrograde par exemple, mais en le faisant en 2 temps. On peut très bien faire par exemple une correction axiale première et un allongement secondaire, comme cette petite qui avait fait une épiphysiodèse évolutive avec un valgus important. À l'époque, elle avait 9 ans, on avait réaxé avec une plaque. Et puis secondairement, on lui a fait son allongement, c'était 7 cm, qui s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Ou alors l'autre solution, ça peut être d'utiliser les plaques d'épiphysiodèse temporaire asymétriques notamment, qui vont permettre, on peut les mettre soit en même temps que le clou, soit à un autre moment, qui vont permettre notamment de corriger les valgus par hypoplasie du condyle latéral et permettre la mise en place d'un clou plutôt par le haut que par le bas. À l'heure actuelle, on essaie de tout faire pour éviter le fixateur externe. Éviter d'imposer un fixateur externe à un enfant, ça me semble assez logique. Et même en cas d'inégalité importante, on va essayer d'attendre le plus possible que l'os soit suffisamment gros pour accepter un clou, notamment au niveau du fémur. Alors on diminue progressivement dans les âges, et ce petit qui a 7 ans et demi, avec en l'occurrence un clou qui n'était pas bien positionné, qui a été responsable d'un varus, qui est en phase là de consolidation, qui sera récupéré lors d'un deuxième allongement. Ou cette petite également qui a 7 ans, qui est en cours d'allongement et qui se débrouille plutôt pas trop mal. On maîtrise la vitesse avec ce système ou avec le Fitbone également, donc il faut en profiter. Les histoires de 1 mm par jour, oui, pour un allongement fémoral antérograde chez un enfant ou un ado, parce que ça consolide assez vite. On ira un peu moins vite chez l'adulte. Et puis on fera plutôt 0,7 ou 0,8 pour un allongement fémoral rétrograde. Et puis on fera plutôt 0,6 ou 0,7 pour un allongement tibial, parce que souvent ça tire un peu plus. Bref, on s'adapte en fonction de la tolérance et aussi de l'évolution du cal secondairement. Ce n'est pas la course, on n'a pas de fixateur externe à enlever. Est-ce qu'il y a un âge limite supérieur? Là, j'ai beaucoup moins d'expérience. Moi, le plus vieux que j'ai opéré, il avait 30 ans, ça s'est bien passé, mais ce n'était pas un gros allongement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les indications ne sont pas forcément les mêmes, mais ça va plus être pour gérer un problème de douleur mécanique, plus que pour préserver une articulation sur l'arthrose à moyen terme. Et ce qui est certain également, c'est que c'est plus difficile de s'organiser quand on est adulte et qu'on travaille pour trouver le moment pour faire un allongement. Alors les allongements, on les fait à partir de 3 cm et jusqu'à combien? Et c'est toute l'évolution un peu du concept de programme d'égalisation qui concerne les pathologies de type hypoplasie. À l'heure actuelle, on essaie de faire un allongement, un premier allongement sur des inégalités qui vont être assez importantes le plus tôt possible. On peut commencer à 7-8 ans, on l'a vu au fémur, et puis on va plutôt avoir tendance à multiplier les allongements. On n'a pas de raison de s'arrêter à 2 ou 3, puisqu'on y va progressivement, et on fera des allongements plutôt courts. Éventuellement avec le même clou, qu'on peut rembobiner, comme sur le patient en dessous, qui a eu 2 allongements successifs de 5 cm, sur ces séquelles de prise en charge de sarcome. Et puis on peut aussi également réduire le temps de latence en 2 clous. Classiquement, on disait 3-4 ans. Là, on n'a pas de raison d'attendre 3-4 ans. L'évolution du programme d'égalisation fait que le pourcentage d'inégalité n'est plus un frein exclusif. Il est certain qu'il faut avoir des articulations qui n'aient pas de grosse laxité et qui assurent une mobilité, une stabilité à la marche. On l'a dit au début du topo. Et cette petite qui a une hypoplasie fémorale sévère, une forme sévère notamment sur le fémur proximal, pour l'instant, tout ce qu'on a pu faire, c'est réaxer son fémur. On l'a fait la super hip procédure, réaxer son appareil extenseur, faire consolider et déroter son fémur en haut. Et puis maintenant, on attend, parce que c'est là la limite actuelle, c'est que pour l'instant, on n'a pas de quoi lui mettre un clou, parce que le fémur n'est pas suffisamment long. Et donc les limites, ça reste le diamètre et surtout les longueurs de clous. Si on veut pouvoir les mettre plus jeunes chez les enfants, il faut avoir des clous encore plus courts. Une vigilance également pour le diamètre du clou. Attention, 8,5 à mettre que chez les petits-enfants, à éviter chez les adolescents. Et la dernière limite, ça reste sur le tibia.
C'est difficile avant l'âge de 12-13 ans. Si on fait un allongement de tibia à 10 ans, le tibia risque soit de migrer, on crée une épiphysiodèse, soit on l'enlève, on crée une épiphysiodèse. Il faudrait pouvoir faire évoluer le matériel pour qu'on puisse le laisser entre guillemets suspendu à l'épiphyse pour pouvoir refaire secondairement un allongement avec le même clou si besoin, ou du moins permettre d'attendre la fin de croissance pour enlever le clou. Donc en conclusion, il est plus facile de proposer un allongement par clou aujourd'hui que par fixateur externe à un enfant. C'est moins compliqué d'expliquer à la famille et de montrer les images, ça c'est certain. Mais il faut quand même rester vigilant. Les indications et le mode de raisonnement dans la prise en charge des inégalités, notamment dans les hypoplasies, évoluent. Et ça va continuer à évoluer à mon avis. Et je pense que le fixateur externe ne doit plus être la référence. Les complications sont clairement diminuées, mais elles ne sont pas nulles. Et il faut se former à ça, comme on se forme à n'importe quoi. Et mettre un clou, ce n'est pas forcément très compliqué. La surveillance et avoir toujours un coup d'avance sur les potentielles complications, c'est ça qui fera toute la différence. Ça reste un allongement osseux. Il faut connaître le contexte malformatif, il faut connaître la technique opératoire et il faut surveiller le patient. Je vous remercie.